Déjà, la première chose à comprendre par rapport à la caféine, c'est que la caféine ne donne pas réellement d'énergie. La caféine masque la fatigue. Tout ce qui est procrastination, déconcentration, démotivation, ce sont pas des défauts. Si tu écoutes une chanson, non pas une musique, une partie de ton cerveau va être là pour analyser les paroles. La première chose à faire au matin, c'est de s'exposer au soleil, même s'il pleut. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme des artisans et qui en fait font tout à la fois sans prioriser les tâches. Et souvent en fait s'occupent plus qu'ils ne sont productifs. À quel moment en fait on peut se considérer comme productif? Mais surtout en fait il y a une différence importante entre le stress ponctuel et le stress chronique. Et ça c'est aussi un tacle que j'aime bien mettre par rapport aux autres formateurs en productivité qui n'ont pas d'enfants. Quand tu as des enfants, ça change tout. Tu injectes beaucoup plus de chaos dans ton quotidien. Aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a, on ne délimite pas consciemment les rôles dans lesquels nous sommes. Donc on vient créer une confusion typiquement de je suis père et je suis entrepreneur. Donc les deux se chevauchent. Est-ce qu'il y a un élément qui est vraiment un outil de productivité maximal? Bonjour à tous et bienvenue dans Au plus haut podcast, le podcast qui booste la performance des entrepreneurs indépendants. Moi c'est Tanguy. Et moi c'est Paul. Et on est les cofondateurs du coup d'Au plus haut podcast, Au plus haut brand et Au plus haut family. Et aujourd'hui on a un intervenant, un invité exceptionnel. Et juste avant ça, pour vous éviter de prendre des notes, vous aurez une petite présentation qui est disponible directement en commentaire afin que vous puissiez avoir toutes les infos qui ont été dites dans ce podcast. Et notre invité du jour, c'est Jérémy Coron. Comme beaucoup d'entre nous, il était auparavant épuisé, démotivé, à la recherche de la méthode miracle pour être plus productif, sauf qu'aucune des solutions classiques ne fonctionnait. Alors il a décidé de se pencher sur un concept qui s'appelle la neuroproductivité. Et aujourd'hui, Jérémy, il accompagne des dirigeants, managers et entrepreneurs à transformer leur quotidien en s'appuyant sur des cycles biologiques, sur le sommeil, l'alimentation et des vrais leviers de motivation qui sont vraiment durables. Et ça, c'est hyper important de rappeler, des leviers de motivation durables. Et dans cet épisode, on va déconstruire les fausses croyances autour de la productivité, explorer les vrais ennemis de notre concentration et découvrir comment nos habitudes quotidiennes influencent notre énergie. On parlera aussi de discipline, de procrastination, de sommeil et de l'importance de notre sens dans notre travail. Et donc vous allez forcément, donc, comme l'a dit Tanguy, repartir avec toutes les clés pour retrouver de la motivation, de la discipline et une concentration pour devenir un entrepreneur indépendant, performant. Jérémy, quelles sont les pires choses que font les entrepreneurs indépendants et qui détruisent chaque jour leur productivité? Déjà, on a 1 heure pour tout ça. Ça fait beaucoup. Ça va être sportif. Ça va être full valeur. Les pires choses, simplement, alors les pires choses, il y en a plusieurs, mais l'écueil principal, je dirais, c'est tout miser sur les outils. En effet, beaucoup de personnes, et je fus comme cela, je pense, sacrifient leur santé, sacrifient leur temps de repas, sacrifient en fait le temps de recharge physiologique, tout ce qui augmente l'énergie au profit d'outils, de templates, etc. Et sauf que l'outil ne remplace pas l'être humain. Et c'est un des plus gros écueils, je pense, dans lequel tombent aujourd'hui les personnes. Vraiment, c'est presque être désincarné en quelque sorte. C'est de ne plus s'écouter, c'est de travailler à outrance sans respecter le fonctionnement atavique, le fonctionnement évolutif du corps humain et du cerveau humain. En effet, on est régi par des règles, par des normes, par des besoins. Et en fait, le monde moderne aujourd'hui nous coupe de ces éléments-là. Et ce qui fait qu'on est un peu dans un état que j'aime qualifier de dissonance évolutive. Les comportements que nous avons, nous, ne sont pas adéquats avec les besoins réels du cerveau et du corps humain. Ce qui fait qu'on plafonne, malgré nos connaissances, à un niveau inférieur de productivité par rapport à ce qu'on pourrait réellement obtenir et espérer avoir. Et c'est quoi, du coup, les besoins de notre corps? En fait, j'aime parler personnellement de productivité du repos. On commence par se reposer. Moi, quand j'accompagne quelqu'un par rapport à la productivité, déjà, je m'organise beaucoup par le time blocking et le time boxing. Vous connaissez, je pense. C'est prendre un agenda, mettre des blocs de temps sur les tâches données. Alors déjà, la vertu de ce protocole-là d'organisation est simple dans le sens où beaucoup de personnes commencent par des listes de tâches. C'est le conseil un peu éculé qu'on entend partout. Sauf qu'une liste de tâches, par nature, est infinie. Encore plus avec le numérique, on peut avoir des pages, un peu comme la présentation que tu as fait de moi précédemment, qui était très très longue, comme tu l'as dit avant le podcast, et je t'en remercie infiniment. Par contre, un agenda, lui, est limité dans le temps. C'est 24 heures. Donc là, on a plus une représentation réelle du temps qu'on a à disposition pour faire ce qu'on a à faire. Donc là, c'est la base. On commence par le time blocking. Après, on met en place, du coup, ce que j'appelle moi les ZRP. C'est un concept que j'ai créé donc, pour zone de recharge physiologique. Donc avant de penser à mettre des tâches, du travail, des rendez-vous, on vient bloquer dans son agenda tout ce qui permet d'augmenter ses ressources physiologiques. Donc l'énergie qu'on a à disposition pour travailler efficacement. En effet, j'ai créé ça d'un postulat assez simple. C'est avant de partir en vacances, tu commences à mettre de l'essence. Et après, tu pars. Donc avant de travailler, commence par mettre en place et par bloquer ce qui augmente ton énergie avant de mettre en place ce qui vient la dilapider. Parce que sans énergie, on ne peut rien faire. Et généralement, qu'est-ce qui donne de l'énergie à un entrepreneur indépendant? Alors, il y a différents éléments, mais si on fait les catégories les plus simples, le sommeil, bien évidemment. Le temps de sommeil, c'est un impondérable que j'ai sacrifié durant des années et des années. Les pauses en journée, on pourra en parler en détail, mais en fait,
faire des pauses efficaces est nécessaire pour recharger notamment les neurotransmetteurs. Le repas. Le repas, on parle très souvent de la qualité. C'est important, mais aussi le quand manger quoi. Moi, je ne mange pas les mêmes aliments à midi que le soir, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Il y a aussi le temps avec les proches, on n'en parle quasiment jamais, mais c'est important. Et aussi, évidemment, le sport. Ça en fait partie, on n'est pas fait pour être sédentaire, mais pour être actif. Donc je dirais c'est 4-5 catégories que j'ai pu lister là à peu près. Et donc, tu dirais que si on part sur la partie concentration, donc Ouais. tous les éléments que tu as listés, j'imagine qu'ils ont un impact sur la concentration. Tout est systémique, tout a un impact sur tout. Ok. C'est Bah, obligatoire. et on parle aussi de beaucoup de l'état de flow. Ouais. Est-ce que tu Pareil. pourrais expliquer ce que c'est et comment on fait pour rentrer dans cet état qui est un peu une sorte de tunnel, c'est ça? Ouais, c'est Carl Newport, je crois qu'il l'a pas mal théorisé. J'ai très peu lu sur le sujet, mais c'est un état de concentration élevé où tu es super efficace, où en fait le temps passe beaucoup plus vite. Grosso modo, c'est ça. Et où en fait rien ne peut te distraire. Euh, j'ai une théorie par rapport à la concentration je crois que je l'ai mis dans mon livre, il me semble, j'en suis pas sûr. Comme quoi, en fait, tout ce qui est procrastination, déconcentration, démotivation, ce sont pas des défauts. Moi, précédemment, j'étais recruteur avant de me lancer à mon compte, et en fait, une personne me dit je suis pas concentré, c'est un no-go, quoi. Le CV il passe pas, c'est normal. Sauf que, d'après ma compréhension, d'une part des neurosciences, mais encore plus de la psychologie évolutive, je suis arrivé à créer l'hypothèse suivante, comme quoi ces trois éléments-là, donc déconcentration, démotivation, procrastination, sont des mécanismes de survie. Et si on prend le cas spécifique de la déconcentration, pour moi, c'est l'environnement qui t'entoure qui n'est pas sécurisé. En effet, l'être humain, l'homme préhistorique pour être plus précis, a évolué dans un monde qui était potentiellement très dangereux, avec des prédateurs, avec des monstres, mais aussi des opportunités. Par exemple, un buisson, une proie à chasser. Donc naturellement, son cerveau n'était pas fait pour être concentré, mais pour être déconcentré, pour analyser l'environnement qui l'entourait. Donc c'est aujourd'hui, dans le bureau dans lequel nous sommes, il y a des menaces. Typiquement un courrier de l'URSSAF, menace classique entrepreneur. Elle passe à chaque fois celle-là. Typiquement également une lettre de relance, typiquement un mail d'un client qui est mécontent, un dossier sur Stripe qui a été fait, etc. Peu importe contre nous. Ou des opportunités. Un téléphone portable. Instagram, ça veut dire. Un onglet Internet. Facebook, YouTube. Le cerveau sera naturellement capté par ces stimuli-là. Parce qu'il veut les récupérer. Et en plus, ces stimuli-là, donc la menace nécessite du coup un passage à l'action pour l'endiguer. Parce que qui dit menace pour la survie de l'être humain. C'est comme ça que le cerveau raisonne, hein, c'est la survie avant toute chose. Et qui dit opportunité, dit moyen de me satisfaire rapidement sur une tâche qui demande très peu d'efforts. C'est la raison pour laquelle on procrastine jamais pour aller sur Instagram, mais davantage sur un dossier, davantage sur un rapport, davantage sur une réponse conflictuelle à apporter aux impôts, par exemple. Parce que là, du coup, le coût cognitif est énorme, sans récompense immédiate derrière. Par contre, aller sur Instagram, c'est je prends mon téléphone, je fais 2 actions, j'y suis déjà. Et en plus, on l'a tous vécu. Les actions pour y aller, souvent on les fait inconsciemment. Je prends le téléphone, je vais sur WhatsApp pour répondre à un message, et je suis sur Instagram presque par miracle. Bah miracle, façon de parler, c'est pas trop un miracle. De l'importance de créer des frictions aussi, on pourra en parler plus tard, entre nous et la distraction. Mais vraiment, si on parle de concentration, pour moi, certes, le flow, pour revenir à ta question initiale, est nécessaire pour être productif, mais c'est pas suffisant. Parce que le flow, on le déclenche pas comme ça. Il faut des conditions. Première condition, du coup, c'est l'environnement, comme on l'a vu précédemment. Si l'environnement n'est pas exempt de distraction ou de menaces, naturellement, le cerveau ira consommer une partie de son énergie pour analyser autour de lui. Et c'est ce qu'on appelle simplement en fait, des menaces dans l'espace dit extrapersonnel. C'est l'homme préhistorique qui cueille des baies, qui constamment en fait, analyse l'environnement, voir s'il n'y a pas un prédateur au loin, pendant qu'il cueille des baies. Parce que s'il ne le faisait pas, simplement, il serait mort. Donc ça, on l'a conservé par le prisme de l'évolution. Deuxième élément important, c'est le quand, par rapport aussi à cette notion de flow. En effet, et là, encore une fois, je parle beaucoup, j'en ai conscience. Hein, Ah non, du tout, mais c'est t'es là pas pour grave. ça, hein, au contraire. On suit tous un rythme circadien. Je pense que vous connaissez, circadien, circadienne, c'est du latin, c'est approximativement 24 heures. En effet, on est câblé pour respecter le rythme du soleil. Il se lève, on se lève, il se couche, il se couche. Plus ou moins, ça dépend des personnes, ça c'est la chronobiologie, c'est pas important ici. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a tous, au regard de ce rythme-là, des phases d'énergie et de creux d'énergie en journée, avec différentes productions hormonales, etc., qui sont liées à ces phases-là. Donc, si on cherche à rentrer en état de flow, quand notre corps n'est pas capable physiologiquement de l'être, on ne pourra pas l'être. Ou du moins, ça demandera un effort démesuré pour l'être. À 4h du matin, quand on est fatigué, on pourra jamais rentrer en état de flow, ça veut dire. Peut-être pour toi. Ouais. Peut-être que pour Tanguy, ça fonctionne, je sais pas. Mm. Pour moi, ça fonctionne pas. Moi, tu me demandes d'être efficace le matin, il n'y a aucun souci. Fut un temps, j'étais debout à 5h du matin, j'allais à la salle de sport, etc. parce que c'est mon chronotype. C'est ma variation personnelle du rythme circadien. Ma compagne Aurélie que vous avez croisée, elle, c'est l'inverse. Elle, il ne faut pas l'interrompre le soir à 17h pour arrêter de bosser.
Parce que c'est là qu'elle charbonne. Moi, à 17h, je ne peux plus travailler. Du coup, je fais autre chose, je fais du sport, etc. maintenant. Mais je ne peux plus. Et quand j'ai compris ça, en fait, j'ai compris l'importance du timing de productivité. La notion, encore une fois, du quand faire quoi. En effet, quand on prend n'importe quel bouquin de productivité, sauf le mien, petite pub déguisée, on voit souvent des choses sur le quoi faire et le comment faire. Typiquement, le quoi faire, c'est la matrice Eisenhower pour prioriser, etc. Le comment faire, c'est la méthode GTD, la méthode Pomodoro. Mais personne ne parle du quand faire quoi, en fait. Sauf que le quand est plus important au final que le quoi et le comment. Pareil pour le sport, tu as des heures de prédilection pour le sport. Pareil pour toi, je pense. Tu vas à 8h du matin, tu n'auras pas la même perf qu'à 17h. Et c'est normal. Parce que ton rythme t'impose encore une fois des choses au quotidien. Et c'est en ça, encore une fois, que j'ai commencé le podcast et l'échange avec vous sur cette notion de dissonance évolutive. On nous impose une productivité qui est linéaire avec un rythme biologique qui, lui, ne l'est pas. Et là, il y a une dissonance. Moi, j'ai une petite question, parce que finalement, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de personnes qui sont TDA, diagnostiquées, hein, je parle pas uniquement le fait de le dire. Comment tu procèdes justement quand une personne, un entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont potentiellement un TDA, est-ce que tu fonctionnes différemment ou il y a d'autres moyens de stopper un peu plus la déconcentration? Non, on va dire que les solutions sont les mêmes, mais sont plus extrêmes, en fait, Ok. en quelque sorte. On en revient à l'environnement, il faut vraiment qu'il soit exempt à 100% de distraction pour une personne comme toi. Simplement, on va pas que compter sur le fait de la motivation pour ne pas aller sur Instagram, Facebook, etc. On met en place des bloqueurs d'applications pour empêcher d'y aller. Ok. Et même pour une personne normale, c'est essentiel d'aller dans l'extrême parce que, on le sait très bien depuis les travaux de Roy Baumeister, comme quoi la motivation, c'est comme un muscle en fait. Plus tu vas l'utiliser, plus elle va se fatiguer. Donc en fait, si constamment tu luttes contre ton cerveau, on va dire primitif, c'est le système limbique, pour ne pas aller sur Instagram, Facebook, TikTok, tu as une partie de l'énergie cognitive qui est allouée à cette lutte-là. Donc naturellement, elle ne sera pas disponible pour travailler, pour être concentré, pour réfléchir. Donc autant mettre un maximum de friction pour ne pas faire les choses. Pour une personne qui est au régime, la meilleure solution, c'est par du chocolat chez toi. Entre devoir simplement ouvrir un placard pour le manger et devoir faire, je sais pas, 20 minutes de voiture pour en récupérer, tu feras pas les 20 minutes. Parce que le coût pour obtenir est trop important par rapport aux bénéfices que tu vas obtenir. Très clair. Hyper intéressant. Avant de te poser la suite des questions, on a un petit jeu, un vrai-faux sur la productivité. Allons-y, si je ça vais te va. essayer d'être assez rapide et précis dans les réponses. Allez, t'as le droit à un joker. Tu as le droit à un joker. Les introvertis sont plus productifs que les extravertis. Ça, c'est une très bonne question. Alors je dirais oui, allez, parce qu'il parle à moins de personnes. Méditer rend plus productif. Oui. Pour être productif, il faut faire, je refais, pour être productif, il faut faire des to-do lists. Oui et non. C'est compliqué. Il faut les faire, mais pas s'en servir au quotidien. La fatigue est l'ennemi numéro 1 de la productivité. Certainement oui. Tout le monde peut devenir discipliné. Nos grands-parents procrastinaient moins. C'est une très bonne question ça. Joker, on en parlera après, mais Joker. Écouter de la musique en travaillant aide à se concentrer. Des musiques, pas des chansons. Travailler sous pression améliore les performances. Dans une certaine mesure, oui. Travailler de chez soi rend moins productif. Dans une certaine mesure, oui. Et enfin, prendre des vacances, c'est surcoté pour être plus productif. Ah non, il faut prendre des vacances. Attends, du coup, oui, il faut les prendre, pardon. C'est quoi la différence entre une chanson et une musique pour toi? Les paroles. Ok, donc ça veut dire que écouter une musique sans parole, peu Il importe la musique. y a différents types de musique, ça dépend de l'état que tu souhaites avoir. Mais en fait, simplement, on en repart à cette notion d'énergie cognitive. Si tu écoutes une chanson, non pas une musique, donc une musique accompagnée de paroles, une partie de ton cerveau va être là pour analyser les paroles. Encore une fois. Si elle est française, ça va être le cas, même si elle est étrangère. Tu vas chercher à comprendre les choses inconsciemment. Tu vois très bien quand tu commences à voir une série en anglais, tu parles pas très bien anglais, le coût cognitif pour suivre est plus compliqué. Bah, ton cerveau fait le même travail qu'une musique. C'est pareil, une chanson, pardon. Il va analyser les paroles. Moi, j'écoute beaucoup de musique quand je travaille, de jeux vidéo, très souvent, parce qu'elles sont quand même câblées pour te faire rentrer dans un état de flow, pour ne pas quitter le jeu. J'aime beaucoup aussi les musiques de reprise de hard rock et de metal, mais au piano. C'est très doux et c'est très sympa. Trop bien. Et tout ce qui est musique qu'on appelle binaural. Peut-être que vous connaissez, Ouais, effectivement. justement, j'allais te poser la question, il y a des niveaux. Je connais pas, moi. En fait, simplement, c'est deux fréquences hertziennes différentes dans tes oreilles, à gauche et à droite. Et en fait, le jumellement de ces fréquences va créer une onde binaurale. Et en fait, elle est censée, cette onde-là, activer un état de fonctionnement au niveau de ton cerveau. En fait, ton cerveau fonctionne par ondes, principalement pour la communication. Tout ce qui est communication électrique, c'est par ondes. Ondes θ, ondes bêta, ondes alpha, etc. Les ondes bêta, c'est les ondes qui correspondent à un cerveau concentré. Et il semblerait qu'écouter des ondes bêta fasse que ton cerveau se cale sur ce rythme-là. Donc favorise la concentration. Okay. C'est un peu comme un bruit blanc. Tu vas connaître un peu l'idée, ouais. C'est un peu ça. Et surtout aussi, un autre aspect très important par rapport aux musiques, c'est d'écouter constamment les mêmes en boucle.
Encore une fois, on évite le côté prédictif du cerveau. Le cerveau humain, ça on le sait depuis les travaux notamment de... Oh, son nom m'échappe, c'est terrible. Je ne connais que lui pourtant. Carl Friston, il est prédictif. Donc il cherche à anticiper les conséquences des éléments qu'il va mettre en place ou de ce qui va se présenter à lui. Donc quand tu connais la musique, du coup, en fait, il ne cherche pas à anticiper, il connaît la suite. Il n'y a pas d'effort cognitif, encore une fois. Par contre, quand il ne connaît pas, il va essayer de deviner la prochaine note, la prochaine musique, de se rappeler du titre potentiellement. Donc là, naturellement, tu vas encore une fois gaspiller un peu d'énergie cognitive. C'est résiduel, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final, ça fait beaucoup. Et les sons binauraux, c'est incroyable aussi. Moi qui ai un peu des acouphènes et qui ai tendance à souvent mettre mon casque, même des fois sans musique, ça me calme mes acouphènes et ça me permet d'être beaucoup plus Oui. concentré. Et ça, c'est vraiment pas mal. Sur Spotify, c'est disponible. Moi, j'écoute effectivement la même playlist techno à chaque fois quand je travaille. Écouter, moi je peux pas. Ah ouais, et ça me Je permet peux de pas. rentrer dans un état de flow parce que à chaque fois, c'est la même. Et... On en revient au cerveau prédictif aussi, Ouais. en fait. Tu as créé une séquence d'actions qui te mène à la C'est ça. concentration. Donc tu as créé simplement différents éléments que tu vas repérer, des stimuli, qui conditionnent ton cerveau à être concentré à un instant T. J'avais mon manager il y a un moment qui m'avait parlé d'un concept, le concept de starter, où en fait, quand on commence à travailler, on met en place une série d'habitudes, on suit une sorte de process pour rentrer dans un état de flow. Donc, par exemple, moi, je m'asseyais sur ma chaise, je prenais mon café c'était mon starter. Je savais que quand je prenais un café, c'était le moment où j'allais être productif. Et ça a permis de faire cette transition-là sur le café. Tu penses quoi du café ? Est-ce qu'il faut plutôt ne pas du tout en prendre ? Est-ce qu'on peut en prendre le matin 2-3 ? À partir de quelle heure il faut l'arrêter ? Parce que je sais que ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Alors, c'est un sujet que j'ai bien expérimenté, car quand mon premier fils est né, il n'a pas dormi durant 2 ans. Ah oui. Entre 3 et 5 réveils par nuit, et c'est à ce moment-là où j'ai eu la bonne idée de me lancer à mon compte. Donc, différents éléments font que j'ai été accro à la caféine, et je suis passé de 1 café à 18 tasses par jour pendant 2 ans. Ah oui. Ah oui, t'as pas fait ça. Ah oui, ok. Non, j'aime côtoyer les extrêmes en général. Ça, c'est une de mes philosophies, c'est voir l'extrême pour voir jusqu'à où je peux aller avant de revenir au centre. Mais effectivement, durant 2 ans, je tournais qu'à la caféine, avec des cafés faits maison, donc ultra dosés, etc. Je buvais des bols complets à chaque jour, j'en tremblais littéralement. J'étais juste irritable comme pas possible. Donc je vois très bien en fait le café, à la fois ses effets positifs et ses effets négatifs. Déjà, la première chose à comprendre par rapport à la caféine, c'est que la caféine ne donne pas réellement d'énergie. La caféine masque la fatigue. En effet, on a une molécule dans le cerveau qu'on appelle l'adénosine, qui est un marqueur de fatigue. Concrètement, l'ATP, ça vous parle, adénosine triphosphate, c'est l'énergie du corps. Grosso modo, c'est la monnaie de l'énergie dans le corps humain. Quand l'ATP se dégrade, un des déchets métaboliques, c'est pas un déchet, mais c'est un élément de langage, c'est justement l'adénosine. Plus l'adénosine va être présente, plus elle va être captée par le cerveau par des récepteurs, et plus ça vient créer la pression du sommeil. Donc plus tu fais soit de sport, soit l'activité cognitive intense, plus tu vas en créer, plus tu seras fatigué tôt dans la journée, donc plus tu auras le signal toi d'aller te reposer. Pour que durant la nuit, opèrent différents mécanismes pour vider l'adénosine et repartir à entre guillemets 0 le matin. Sauf que la caféine, de par sa structure proche de celle de la molécule d'adénosine, vient se mettre à la place des récepteurs. Donc elle empêche l'adénosine de se fixer sur le cerveau, ce qui fait qu'on masque la fatigue. Sauf que masquer ne veut pas dire supprimer. C'est pour ça généralement que les gens qui consomment du café au mauvais moment notamment ont un crash de caféine une fois la demi-vie de la caféine passée, donc environ 4 à 6 heures après la consommation de la caféine. Parce que d'un coup tout disparaît, on va dire que les tampons sont enlevés, donc la caféine, et l'adénosine qui s'est accumulée pendant ce temps-là se rue sur le cerveau, ce qui crée du coup la fatigue. Ok. Et souvent, l'habitude ici, c'est de reprendre un café, ce qui fait qu'on en prend un trop tard en journée, et ça impacte le sommeil par la suite. Et en plus, le cerveau étant bien fait, là on va expliquer le phénomène d'accoutumance à la caféine, c'est qu'il se dit en fait, moi je sais à mon niveau que je produis de l'adénosine. Je le sais, ça je peux le mesurer, j'en ai conscience. Donc forcément, si problème il y a, c'est que mes récepteurs déconnent. Donc je vais en créer des nouveaux. Ce qui fait que là où un café suffisait hier pour tout boucher, après-demain il en faudra 1,5. Après-demain il en faudra 2. Et au bout de 2 ans il en faut 18. Donc c'est un peu ça l'idée. Ok. D'où l'importance déjà de commencer, je pense, par consommer intelligemment de la caféine, d'avant toute chose, par réinitialiser, si on en consomme beaucoup, ces récepteurs à adénosine. Alors j'ai été extrême encore une fois, durant 2 ans je n'ai pas bu de café. Moi. Du jour au lendemain, je dis stop, j'arrête. Il faut combien de temps en général pour 2 réinitialiser ? semaines, 15 jours. Ah oui. Ouais, mais quitte à faire, quand j'arrête en général. Et j'ai repris au bout de 2 ans uniquement. Et après, on peut boire Enfin, moi, je bois beaucoup de décaféiné. Ouais, idéalement sans solvant parce que c'est pas très bon. Il y a vraiment beaucoup d'éléments par rapport au café. Hein. On peut en parler après aussi, l'aspect santé, l'aspect production, l'aspect aluminium aussi. Ok. Ils ont beaucoup de choses à prendre en compte. Ah, c'est un sujet que j'ai pas mal pensé. Mais tout ça pour dire que vraiment, commencer par un reset, idéalement un sevrage pendant 1 semaine, et après, je dirais 1 café par jour, ou 2, grand maximum, jamais après 14 heures. Parce que ça peut impacter le sommeil. Ah, moi, c'est chaotique, moi, alors.
Quand t'as des gens des qui sont réunions plus ou et moins tout, et moi j'en réceptifs, prends des fois le soir. À Parce qu'en 20 fait, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression, parce que quand je suis dans mon lit, après, je m'endors Oui, facilement, mais c'est quoi. différent ça. Ouais. Ok. En fait, t'as une différence entre s'endormir et bien dormir. Oui, ouais. Il y a le sommeil profond, etc. On peut en Notamment ce parler qu'on peut aussi faire en avec détail. l'Oura Ring. Ouais. Petite promo. Ouais, mais attention à ne pas trop se fier à ça non plus. On peut Ouais, en ouais, parler. non. Ok. Mais donc, effectivement, il y a cette notion de pas trop. Déjà, réinitialiser, en consommer moins, mieux aussi. Mieux, c'est par la qualité, mais aussi par le timing. Alors, je vais reprendre un peu les travaux d'Andrew Berman qui l'a popularisé. Idéalement, c'est 1h30 à 2h après le réveil. Pourquoi? Parce qu'au réveil, encore une fois, on revient à cette notion de rythme circadien. Tu as un pic de cortisol qui donne de l'énergie. Le cortisol, on dit souvent que c'est l'hormone du stress. Pas du tout. Elle intervient dans la réponse au stress, mais ce n'est pas l'hormone du stress. Le rôle du cortisol, simplement, c'est de déstocker l'énergie, on va dire, qui est stockée en nous, pour la rendre disponible. Donc forcément, si stress il y a, on vient l'utiliser pour pouvoir fuir ou combattre face à un danger. Mais son rôle, c'est pas le stress, c'est de donner de l'énergie. Donc c'est elle qui nous sort du lit en quelque sorte. Et logiquement, si on a un bon sommeil, si on s'expose bien aussi au soleil au réveil, on a un pic initial de cortisol qui fait qu'on est plein d'énergie. Donc, autrement dit, prendre un café à ce moment-là, comme j'aime le dire régulièrement, c'est comme charger un téléphone qui est déjà à 100%. Ça ne sert à rien. Tiens, je rebondis sur ce que tu dis. En Ouais. fait, finalement, j'ai l'impression que là, tu commences à détailler un peu la routine du matin qu'on doit avoir. De ne pas prendre de café dès le matin, j'imagine ne pas scroller sur son téléphone Oui. dans le lit, prendre le soleil. Tu dirais que c'est quoi un peu, même si j'imagine que c'est sur mesure, la routine type à avoir quand on est un entrepreneur indépendant ou pas, mais sur une journée complète, Ouais, bien du sûr. matin jusqu'au soir? Ah oui, c'est un beau défi. Déjà, ça dépend de l'entrepreneur. Je suis beaucoup dans la nuance maintenant. J'étais très dogmatique avant, maintenant, plus du tout. Mais surtout, ce qui est important à comprendre, encore une fois, on en revient au chronotype. Il y a des gens qui sont plus matinaux, d'autres plus vespéro. Vespéro, c'est le soir. Et une majorité de personnes qui sont dans l'entre-deux. Donc déjà, commencez par identifier votre chronotype. Tapez chronotype quiz sur Internet, il y a plusieurs quiz. Mais après, rien ne vaut l'empirisme, le test par soi-même. La Bagoura aussi permet de le savoir un peu. Autrement dit, c'est l'heure à laquelle vous allez vous réveiller et vous coucher naturellement, sans stimuli extérieur. Sans lumière artificielle, sans écran et j'en passe. Moi, je sais que naturellement, si demain je suis célibataire, j'ai plus d'enfants, plus rien, pas d'écran, à 21h, je peux dormir. Ah oui. Par contre, à 5h, je suis réveillé, je suis en pleine forme. Ça, c'est mon chronotype. Si je prends ma compagne, elle va être couchée le plus à 23h, debout 7-8h. Donc forcément, je vais pas lui imposer un réveil à 6h du matin, alors que ça lui correspond pas. Alors que moi, ça peut me correspondre. Donc là, déjà, effectivement, c'est identifier son timing personnel au niveau de son rythme circadien qui nous est propre. Après, le matin, le corps a besoin, pour quitter ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle, je ne sais plus trop d'ailleurs, l'inertie du sommeil, a besoin de 3 stimuli différents. De la lumière, première chose. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout des êtres solaires. On a évolué avec le soleil. Donc, en fait, le soleil a calibré notre rythme personnel durant des millénaires et des millénaires. C'est la raison pour laquelle la première chose à faire au matin, c'est de s'exposer au soleil, Même s'il pleut, même s'il pleut. il faut sortir. Idéalement, oui. Après, vient forcément le contre-argument, en plus on arrive tranquillement vers l'hiver, de OK, il fait pas jour. À ce compte-là, investissez dans une lampe de luminothérapie, ça coûte une 50aine d'euros. C'est un bon, on va dire, substitut temporaire. Parce qu'une lampe de luminothérapie, c'est environ 15 000 lux grand maximum, le soleil, c'est 100 000. Parce que moi, j'ai une cyclo LED. Cyto LED. Peut-être, je connais pas. C'est pareil, c'est de la luminothérapie. Ok. C'est du rouge. C'est de la lumière rouge et il y a Ah. des lumières infrarouges. Ok, donc c'est C'est- encore différent. Mais je vois ce que tu veux C'est dire. hyper puissant et pour le coup c'est bien parce que le soir ça me donne un peu chaud et je sais pas, je suis dans une sensation de vraiment de bien-être. C'est ça qui remplace un peu le soleil? C'est lent, c'est vraiment une lumière qui est beaucoup plus blanche. Ouais, ok. Toi, c'est les UV, c'est plus les UV que Ok, ça singe. ouais, c'est ça. Ça singe les UV, c'est intéressant, il faut que j'en prenne une d'ailleurs. Après que c'est très très bien pour les mitochondries notamment. Donc, exposition au soleil, idéalement en direct. Quand je dis en direct, c'est pas le regarder, le but c'est pas être aveugle, mais c'est d'aller dehors en fait. Parce que si on met ça par le prisme de lunettes, d'un pare-brise, d'une vitre, ce qu'on appelle l'indice de réfraction du verre fait que ça vient diminuer l'intensité perçue. En fait, c'est vraiment un signal qui est précis, qui arrive en haut. Et il ne faut pas venir le dévier. Ok. Ça pendant environ 10 minutes à un quart d'heure, selon encore une fois le ciel, si c'est nuageux ou pas. Idéalement, faites le bras nu, je dirais. Même en hiver, c'est un peu d'exposition au froid, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, on vient synthétiser de la vitamine D, qui est aujourd'hui une neurohormone et c'est essentiel. Donc ça, premier signal, l'indice lumineux. Deuxième signal, on a l'intensité. On quitte vraiment l'état du sommeil, qui est un état léthargique, un état d'inactivité. Pour avoir l'état inverse, il faut s'activer. C'est pour ça que je recommande souvent aux personnes que j'accompagne de faire du HIIT le matin. HIIT, vous connaissez, je pense, c'est High Interval Intensity Training. Donc faire du sport à haute intensité très rapidement. J'ai mis le protocole Tabata, qui correspond à un temps donné, non pas un nombre de répétitions données. Pourquoi? Parce que, je digresse un peu, mais c'est essentiel de comprendre l'importance du vivant. On l'a vu précédemment, les gens sont de plus en plus désincarnés.
On a tendance à suivre aveuglément des choses, même si jamais ces choses ne nous correspondent pas. Et donc, si on me dit fais 10 pompes, c'est un exemple pris comme ça, 10 pompes, ça m'inquiète pas trop, mais alors que je suis pas en forme et j'ai mal dormi, je vais peut-être me blesser. Par contre, tu fais 30 secondes de pompe, c'est différent. Peut-être que je vais en faire 10, peut-être 20, peut-être 5. Mais c'est ok parce que mon effort du moment correspond à ma capacité du moment. Donc je viens avoir des bénéfices sans avoir de risque pour ma santé. Comme pour l'exposition au froid, souvent on dit reste 5 minutes dans le froid, non. Tu viens franchir ce que j'appelle moi des murs d'adrénaline. En fait, l'adrénaline, c'est l'hormone qui vient te faire quitter le froid en quelque sorte, qui te dit ok, barre-toi, qu'est-ce que tu fais là? Et l'adrénaline, elle est pulsatile. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas exponentielle, elle vient par vagues, comme ça, un peu comme un système cardiaque sur les moniteurs, un peu dans les films. Et donc, dès qu'on franchit un pic d'adrénaline, cette notion de je veux me barrer, si on résiste un peu, on redevient calme. Et moi, ce que je conseille par rapport au froid, c'est de franchir 5 murs d'adrénaline. Peut-être que si j'ai bien dormi, ça va durer 5 minutes. Si j'ai mal dormi, 30 secondes. Mais c'est ok parce que c'est adapté à moi. Ok? Et c'est essentiel, c'est encore une fois de revenir à l'être humain, à ses ressentis. Donc, si je résume, luminosité, après c'est intensité par le HIIT, et après c'est chaleur. Pourquoi? Parce que le corps humain, pour passer du stade d'éveil au stade de sommeil, doit baisser de 0,8 degrés, il me semble. Enfin, c'est 0,8, je crois. Donc forcément, pour faire le chemin inverse, il faut remonter. Donc le HIIT va contribuer à ça, parce que forcément, on fait augmenter la température corporelle par le sport. Et également, la douche froide, paradoxalement, peut y contribuer. Par quel mécanisme? Par ce qu'on appelle simplement la thermogénèse. En effet, quand on s'expose au froid, encore une fois en respectant plus une notion de ressenti que de temps, on vient soumettre le corps à un stress. Le stress, c'est il fait froid, du coup je vais mourir. C'est vraiment le signal qu'on envoie. C'est qu'est-ce que tu fous là? T'es complètement con, barre-toi. Et naturellement, le corps, en quittant le froid, après les 5 murs franchis, si on respecte mon protocole, va tout faire pour retourner à ce qu'on appelle l'état d'homéostasie, donc l'état d'équilibre. Et pour ça, il va surchauffer avant de revenir à la norme. Donc en surchauffant, on vient élever la température, ce qui fait qu'on va quitter plus facilement cette notion de température basse qu'on a eue durant le sommeil. Et en plus, l'avantage du froid, c'est qu'on vient tout simplement accentuer la production de ce qu'on appelle des catécholamines, qui sont 3 neurotransmetteurs que sont adrénaline, noradrénaline et dopamine, qui nous permettent d'être plus concentrés. Elles jouent un rôle clé notamment dans la concentration, de la motivation. On l'a tous vécu, vous avez pris des douches froides, des bains froids, je pense, j'en ai pris un ce matin, moi. Après, on est au taquet, on a envie. Pourquoi? Parce qu'on a mis le corps dans un stress, et quand le corps stresse, son seul but, c'est de fuir le stress. Donc il va être efficace, avoir l'énergie pour justement se barrer et ne pas mettre sa santé, sa vie en péril. Et est-ce que tu penses qu'une personne qui est déjà très stressée doit quand même prendre des douches C'est froides? une très bonne question. C'est au ressenti, encore une fois. Mm. Je veux pas être dogmatique par rapport à ça, moi je tendance à dire que oui, au maximum, sauf si elle est très affaiblie. Parce qu'il y a stress et affaibli. C'est quoi la différence que tu fais entre les deux? En fait, le protocole d'exposition au froid, ça répond à un mécanisme qu'on appelle l'hormèse. Justement, il y a le livre de mon ami Pierre qui en parle en détail. L'hormèse, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance du corps suite à l'exposition à un stress contrôlé. Moi qui fais souvent des bains froids, imaginons que tu n'en fasses jamais, mon froid sera supérieur au tien. C'est normal parce que je suis habitué. Et parce que j'ai les ressources pour le faire. De par l'exposition, j'ai créé une carapace, on va dire, notamment de la graisse brune, pour faire plus, pour être davantage réceptif au froid et pour mieux tout simplement le tolérer. Mais si une personne qui n'en a jamais fait, qui est fatiguée ou autre, s'expose, si elle dépasse ses capacités à s'adapter, naturellement, on va être non pas sur du positif, mais sur du négatif. Donc, encore une fois, l'importance de s'écouter. Une personne stressée peut tirer bénéfice du froid si elle ne dépasse pas sa capacité à un instant T. Autrement dit, si elle ne franchit pas 150 murs d'adrénaline, en quelque sorte. Ok, hyper intéressant. Et justement, une question qui rejoint un peu celle-ci finalement. Nous, on côtoie beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs indépendants. Il y en a pas mal aussi qui se sentent un peu surmenés, qui commencent le matin, ils ont tu parlais de to-do, qui est une to-do immense. Une charge mentale. Importante parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de clients, ils doivent faire rentrer de l'argent pour vivre, pour manger. Et donc une personne qui aujourd'hui elle se sent surmenée, tu lui conseillerais de faire quoi? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je fonctionne beaucoup par des cycles à 12 semaines. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme des artisans et qui, en fait, font tout à la fois sans prioriser les tâches. Et souvent, en fait, s'occupent plus qu'ils ne sont productifs. Moi, j'aime bien raisonner à 12 semaines pour quelle raison? Parce que j'ai conceptualisé ce que j'appelle la contraction volontaire du temps. En se donnant moins de temps pour faire les choses, tu es paradoxalement plus efficace et tu vas à l'essentiel. Donc, littéralement, pour une personne qui présente cette situation-là, de ne pas savoir quoi faire, d'être un peu perdu, d'avoir 1000 projets, je dis ok, tu te concentres sur 2 projets à 12 semaines et tu ne fais que ça. Ok, pourquoi 2, pas 1 ou 3? Encore une fois, tu te disperses. Il ne faut pas te disperser. Et pourquoi pas 1? 1, tu pourrais aussi, oui, mais 1, tu pourrais aussi en soi. Ouais. Après, 1 qui te prend 12 semaines complètement, c'est possible. Moi, j'aime bien 2, 3, comme ça, tu as côté aussi un peu de dopaminergie de pouvoir changer. Okay. Encore une fois, après, c'est de se connaître soi-même.
Je veux bien de l'eau également. au Ouais, c'est passage. ça, je vais te servir. L'important, c'est de se connaître aussi. Et de connaître l'envergure des projets aussi. Attends, hop là. Petite pause verre d'eau. Petite pause vers l'eau. Toujours important, la pause verre d'eau. Mais vraiment, si on reprend un élément que j'ai mentionné précédemment, qui est la courbe de Yerkes-Dodson, en fait, c'est une courbe qui montre simplement l'impact du stress sur la productivité et sur l'énergie. C'est une courbe qui est en U inversé, donc qui prend cette forme-là, où à l'extrême gauche, on a le stress, on va dire, qui favorise le bore-out, l'ennui. J'ai pas envie, c'est pas assez stimulant. À l'extrême droite, on a le stress qui est paralysant, qui est négatif. Le côté trop d'excitation, trop d'anxiété. Et au milieu, il y a le stress optimal. Ce que Anseli appellerait, lui, le stress. EU plus loin stress. C'est un stress qui est positif. En effet, on a catégorisé stress comme étant négatif. Mais sauf que le stress peut être positif. Et la sémantique, aujourd'hui, joue beaucoup par rapport à ça. On dit t'es stressé, oui, mais ça peut être bien d'être stressé des fois. Quand... Je crois, pardon, désolé de te couper, mais je crois que j'avais vu quelque chose comme quoi il y a beaucoup d'entrepreneurs, ou pas, hein, des personnes qui ont eu un stress, mais qui n'était pas vraiment un stress subi et toute leur vie, et ces personnes-là ont vécu plus longtemps. Je crois que j'avais vu quelque chose comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça ou, Oh, c'est possible. Là, j'ai pas l'information, Ok. mais c'est clairement possible. Donc ça veut dire que c'est pas si mauvais finalement de stresser. Tout le monde stresse, et c'est bien de stresser. Tant que c'est pas. En fait, c'est il y a pas- une c'est pas différence passé. importante au niveau du stress. Déjà, c'est la sémantique. Le stress, aujourd'hui, ça devient un monolithe où chaque stress est perçu comme étant négatif. Non, le stress, c'est plus subtil que ça. Mais surtout, en fait, il y a une différence importante entre le stress ponctuel et le stress chronique. Il y a un livre qui est génial de Robert Sapolsky qui s'appelle Pourquoi les zèbres n'ont-ils pas d'ulcères, où il explique simplement que les zèbres dans la nature, lorsqu'un prédateur les poursuit, s'ils arrivent à survivre, donc c'est le fameux mécanisme du fight or flight, eux c'est forcément flight, je m'enfuis. Qu'est-ce que font les zèbres une fois qu'ils ont échappé au tigre, au prédateur, peu importe? Ils s'arrêtent, ils tremblent et après, leur vie est normale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress qu'ils ressentent induit la fameuse production des catécholamines dont on a parlé précédemment. Et en fait, aujourd'hui, nous, de par l'inaction inhérente à notre mode de vie, on les garde en nous. On n'arrive pas à les évacuer. C'est une raison en fait qui me pousse, moi, quand j'accompagne quelqu'un qui est stressé, à lui dire dès que tu as du stress, tu vas faire du sac de frappe. Tu vas faire un hit. Il faut brûler tes hormones du stress un maximum. Bon, c'est un élément de langage, hormones du stress, vous l'aurez compris. Mais en fait, le stress induit l'action, en fait. Soit la fuite, soit le combat. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est juste figé, on ne peut rien faire d'autre. Donc on accumule, et le stress devient chronique et donc délétère. Donc c'est une nuance aussi importante à faire. Mais surtout, en fait, pour une personne qui est stressée, qui a 1000 projets, juste concentre-toi sur un seul élément pendant un temps donné, ou 2 éléments, pas plus. Encore une fois, j'aime bien 12 semaines, c'est 3 mois, parce que tu as le temps de voir une avancée et tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Et ça, c'est assez important. Et aussi, l'autre élément important par rapport à ces gens-là, je leur dirais simplement construis-toi des systèmes et ne vise pas des objectifs. Ça fut vraiment une révélation pour moi. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs visent un objectif. Moi, je cite souvent ce cas-là, mais j'ai un de mes clients, lorsque je l'ai eu au téléphone la première fois, il m'a dit aide-moi à faire 250 000 euros de chiffre d'affaires. Je lui ai dit non. Je ne peux pas te promettre ça, je ne connais pas la conjoncture, je ne connais pas l'économie, je ne connais pas tes concurrents, c'est impossible de m'engager sur ça. Ce serait te mentir. Par contre, je peux t'aider à bâtir un système qui va t'attirer des clients. Et là, c'est intéressant, pour plusieurs raisons. Parce que le système, déjà, en fait, il va travailler pour toi quand il sera mis en place. Et surtout, le système, tu peux l'analyser pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. T'entends quoi par système? L'ensemble des étapes qui mènent au résultat que tu vas obtenir. Ok. Et par exemple, pour cet entrepreneur, tu as mis quoi en place sans forcément rentrer dans le détail? Non, mais je peux te le dire, j'ai mis en place une stratégie de 5 pages de capture différentes. Entre je présente mon offre à je la vends. Ok. Et comme ça, on peut mesurer précisément les pourcentages de conversion sur chacune des pages et donc identifier le goulot d'étranglement. Admettons que la page de découverte, t'es 1000 personnes. La page de prise de rendez-vous, t'en as 900. La page de rendez-vous, t'en as 800 par exemple. L'appel, par contre, t'as que 10 personnes, il en close 9 sur les 10. Bah, tu vois que le problème, en fait, c'est l'avant-dernière page. Si tu doubles la page, il passe à 18 clients. Tu la triple, il passe à 27. Et là, tu relèves un point finalement hyper important. Mm. Et on l'avait vu dans la conférence, dans le premier événement d'Oplo Family avec Romain Bouvet, c'est que la data, les indicateurs, c'est vraiment un point clé de mesurer en fait, parce qu'on on peut améliorer que ce qu'on mesure finalement. Bien sûr, Peter Guter. Et là, bah, tu viens de très bien le mettre en valeur. Et donc, tous ces points-là, on doit le faire aussi avec notre santé. Donc, par exemple, avec la Oura Ring, avoir un score de sommeil. Avec notre productivité, peut-être traquer notre temps. À quel point, en fait, il faut mesurer notre productivité. Ah, c'est intéressant. Alors, là, je vais citer, le nom m'échappe, la loi de Goodhart qui est très intéressante par rapport à ça. Toute mesure est intéressante dès lors qu'elle ne devient pas un objectif. Sinon, en fait, c'est plus une Faut bonne pas mesure. viser les 100 sur 100 avec la Oura. De toute façon, c'est quasiment impossible. Ouais, en fait, simplement parce qu'après, c'est bien l'objectif. Du coup, tu
c'est plus, on va dire, positif, mais ça devient négatif. Tu Tu t'entêtes perds- à obtenir un score pour obtenir un score. Tu perds limite ton énergie en fait là-dedans. Par et exemple, si tu on prend le focuses. système scolaire, admettons que d'un coup, on veuille viser l'excellence, donc 100 au bac, bah, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les niveaux de critères de notation. Mm. Parce qu'encore une fois, la mesure devient objectif. Mm. Donc c'est plus bon en fait. Ok. Parce qu'on va tendance à tricher pour obtenir le résultat. Autre élément aussi important, si on prend spécifiquement l'aspect santé, donc la bague Oura qui est ici, donc il y a un tracker de sommeil, d'activité de bas et j'en passe. Attention au cerveau prédictif de Carl Friston. Beaucoup de personnes que j'accompagne en fait se fient beaucoup trop à leur bague. Typiquement, j'ai bien dormi, la bague dit que j'ai mal dormi, donc on vient simplement coller une réalité qui n'est pas la mienne. Et je veux me fitter tout simplement à la réalité de la bague. Donc, naturellement, le cerveau se dit, bah non, finalement, j'ai pas si bien dormi que ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de la porter, moi. Moi, je la consulte que le soir. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Si en fait tu viens coller des prévisions qui ne sont pas les bonnes et ton cerveau vient s'adapter aux prévisions que tu as collées. Mm. Donc là, c'est négatif. Ensuite, par rapport à la productivité, effectivement, il faut mesurer. Moi, j'aime bien mesurer, je traque mon temps, je traque tout. Mais plus par habitude, etc. aussi. Mm. Mais vraiment parce qu'en mesurant, et après ça devient une seconde nature, c'est comme les calories quand tu les pèses. Au début, c'est compliqué, c'est une contrainte, après ça devient facile, encore plus aujourd'hui. Mais en fait, comme tu l'as dit, comme le dit très bien Peter Drucker, on peut améliorer que ce que l'on mesure, on est bien d'accord. Donc on peut très bien se dire, ok, je ne veux pas être aussi extrême que ça, ce qui peut s'entendre, et j'en ai conscience, hein, mais on peut mesurer du coup les choses les plus importantes. Pourquoi pas? Qui sont Ça dépend de toi, encore une fois. Mm. Par exemple, ça peut être toi, je sais pas, un taux de satisfaction par rapport aux conférences que vous avez animées. Ça peut être un bon outil de mesure. C'est peut-être par exemple, je sais pas, le nombre de conversions sur un post LinkedIn, je sais pas trop, peu importe, ça dépend là où tu mets l'accent en fait. Où tu optimises les choses. Pourquoi tu optimises? En effet, si on prend le cas de LinkedIn, je pense que c'est un bon exemple parce que je pense que votre audience est plutôt férue de ce réseau-là. Si on mesure typiquement des data qui ne font pas sens, typiquement les impressions, il n'y a aucun intérêt. C'est ce que j'ai fait avec mon client, se détacher du côté impression pour mesurer les conversions. Je préfère un poste qui fait que 20 impressions mais j'ai 20 clients qu'un poste qui fait 1 million d'impressions mais j'ai un client. Ouais, complètement. Mesurer les bonnes choses. Mm. Mesurer ce qui compte réellement au quotidien pour ton business. L'ego, c'est pas important. Moi, je ferais une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés et qui rapporte 10 000 euros par mois qu'une chaîne qui a 100 000 et qui rapporte 5 euros. Ouais. Ce qui arrive très souvent, c'est mine de rien. Mm. En effet, entre ce qu'on voit et la réalité des choses, ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires qui te fait vivre à la fin. Pour le business, encore une fois. Autant mesurer les bonnes choses. Et moi j'ai une petite question. À quel moment en fait on peut se considérer comme productif? Très bonne question. Moi, je dirais que quand tu es satisfait de tes journées. En fait, quand tu arrêtes, quand tu vas arrêter. Ok. Pour moi, c'est vraiment ça qui a changé ma vision de la productivité. Avant, j'étais dans le productivisme. En fait, j'étais quelqu'un qui pointait, entre guillemets, quoi. Je faisais mes horaires de 8h à 22h le soir. Maintenant, je m'arrête à 16h et je suis bien, quoi. J'ai fait ce que j'ai à faire. Et surtout, en fait, j'ai pas de remords quant au fait d'arrêter. Je sais que le boulot est fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, déjà, j'ai augmenté mes ressources physiologiques, comme on l'a dit au départ. Donc, j'ai l'énergie pour faire ce que je veux faire. Et je sais quand faire quoi. Moi, c'est le matin. Ce qui fait que si ma journée s'arrête à midi, pour moi, c'est OK. Parce que j'ai fait la tâche qui me fait avancer par rapport à mes systèmes, qui me fait avancer par rapport à mon cycle à 12 semaines. Et ça, chaque matin. L'après-midi, je m'en fiche. Et ça, c'est aussi un tacle que j'aime bien mettre par rapport aux autres formateurs en productivité qui n'ont pas d'enfants. Quand tu as des enfants, ça change tout. Pourquoi? Parce que vraiment, tu injectes beaucoup plus de chaos dans ton quotidien. La nounou qui n'est pas là, l'école qui est en grève, les siestes, etc., les pleurs, les maladies. Il faut vraiment apprendre à lâcher du lest et du mou. Il n'y a pas le choix. Et quand tu es OK avec ça, pour moi, tu es plus productif. Parce que tu es OK avec la gestion de ton temps. Et en plus, tu n'es pas un peu dans l'entre-deux, où tu penses, comme c'était mon cas au départ, hein, à ton boulot quand tu es avec ton fils, à ton fils quand tu es au boulot. En fait, tu n'es jamais réellement là. Comment on fait pour lâcher prise? Il y a une notion qui est très intéressante et importante, celle des rôles sociaux. On a tous plusieurs rôles. Là, on est en rôle presque spectacle, on est en podcast, etc. C'est pas le ton de voix que j'ai au quotidien. C'est pas la posture que j'ai au quotidien quand je suis avec mes enfants, par exemple. J'ai un rôle de père, j'ai un rôle de citoyen, j'ai un rôle de compagnon, j'ai un rôle d'amant, j'ai un rôle de sportif, etc. Aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a, c'est on ne délimite pas consciemment les rôles dans lesquels nous sommes. Donc, on vient créer une confusion, typiquement, de je suis père et je suis entrepreneur. Donc, les deux se chevauchent. Moi, j'ai fait un gros travail de clarification de mes rôles sociaux. Autrement dit, j'ai dressé un tableau en 4 colonnes. Colonne complètement à gauche, mes rôles. Citoyen, ami, entrepreneur, etc. Amant et j'en passe. Après, colonne suivante, j'ai dit l'attitude que je voulais avoir dans chacun de ces rôles. Quand je suis père, je suis exemplaire. Je souris, je suis à l'écoute, j'ai pas mon téléphone. L'astuce que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est de respecter ce qu'on appelle l'implémentation d'intention de Peter Goldweiser. En fait, c'est une formule qui dit si X, alors Y. Si je fais ça, ou si situation se présente, alors je réagis comme ça. En fait, on vient créer un conditionnement pour le cerveau prédictif. Si signal dans l'environnement se présente, alors moi je réagis comme ça.
Donc si je suis père, alors je suis comme ça. En fait, Goldweiser a montré que les personnes qui formulent leur intention de cette façon-là les respectent 4 à 5 fois plus que les autres. C'est tout bête, mais autant le savoir. Après, colonne suivante, c'est le rituel de transition. Comment est-ce que je quitte tel rôle? Par exemple, quand je suis entrepreneur, j'arrête en faisant ça. Typiquement en fermant symboliquement l'ordinateur, en me répétant une phrase, en écoutant une musique. Toi, par exemple, c'est quoi ton shift? Bah, typiquement, moi, quand j'arrête ma séance de sport, une cohérence cardiaque de 5 minutes. Ça en fait partie. Ok. Avec mes enfants, par exemple, quand ils se couchent, toi, ça peut être simplement le rituel du soir. Mais c'est un élément en fait, qui est immuable et qui est simple. Si ta transition, c'est faire 200 pompes à chaque transition, tu ne le feras jamais. Ben voilà, qu'on soit Il y clair. aura des gros Et pecs, let's mais go. C'est ce qui est fait, il y a trop de friction. tout Mais tu simplement. mets l'accent sur quelque chose de fondamental, je trouve, c'est aussi le côté de séparer le pro-perso. Donc Ouais. du coup, de changer donc, ta casquette d'entrepreneur, puis ta casquette de, voilà, de copain, copine, ou peu importe. Et ça te permet de bien shifter. En fait. Tu pourras jamais les séparer à 100% parce qu'on est qu'un. Oui. Ton projet, c'est le tien, vous pensez à votre projet tout le temps. Mais juste en mettant des bornes claires, tu viens limiter les côtés intrusifs. En fait. tu penses quoi de l'équilibre vie pro, vie perso, justement? Je suis entrepreneur, ma compagne est entrepreneuse, c'est compliqué. On bosse Ouais. le deux à domicile, donc c'est compliqué, mais c'est nourrissant aussi. Et de la compréhension, je pense, beaucoup. Bien sûr. Forcément, vu que vous vivez la même chose. Ouais, ça joue aussi quand même pas mal. Effectivement, quand tu es entrepreneur avec une compagne ou un compagnon qui, lui ou elle, ne l'est pas, c'est plus compliqué parce que le salarié, quand il arrête son boulot, il arrête son boulot. Quoi. L'entrepreneur, non. Il continue à y penser. Mais vraiment, quand tu es avec tes enfants ou autres, tu dois te faire l'économie de penser à ton travail un maximum. Ou le dire, en fait, ok, là, papa a une idée, tu me laisses juste 5 minutes. Je me fais un vocal sur mon téléphone, après je suis à nouveau à toi. Autant le verbaliser plutôt que le faire comme ça, un peu en douce, etc. Parce que moi, je suis contre l'image du père, en fait, qui bosse constamment ou qui n'est que sur son portable. Moi, j'aime incarner le message que je veux donner. Par le sport, par l'attitude et tout. Donc, 4 colonnes pour reprendre le tableau. La première, c'est les rôles sociaux. Le deuxième, c'est l'implémentation de l'intention. Troisième, c'est le rituel. Quatrième, c'est un code couleur. En effet, on s'organise par time blocking, time boxing. Comme ça, on peut mettre en couleur les rôles que l'on a. Ça rend un repère visuel encore plus et la transition encore plus marquée au niveau de l'agenda. C'est comme ça que je fonctionne. Hyper intéressant. On peut faire peut-être le deuxième jeu. Ouais. Il y a un deuxième jeu où, en Allons-y. gros, l'objectif, c'est que tu notes sur 10 les méthodes et les outils de productivité qu'on va te citer. Et puis voilà, et puis je laisse mon cher Polo commencer. Allez, vamos. Boire du Red Bull. Oh là, négatif. Bureau assis debout. Ah, c'est super intéressant. Moi, je dirais 5 parce que ça dépend ce qu'on fait comme tâche. La méthode Pomodoro. Je dirais 5 aussi parce que limité aussi. Intéressant mais limité. La matrice d'Eisenhower. 2 parce que personne l'utilise. Le time blocking. Bah ça par contre, au maximum, on a 10. Selon moi, quoi. Bah 9. Selon moi, c'est pour ça. La to-do list. 7. Important mais pas... Les bloqueurs d'application. Je dirais 9. Utiliser ChatGPT. Je dirais 8. Le Miracle Morning. Je dirais 0. La méditation. Je la pratique pas, c'est ça le problème. Je dirais 7 pour ce que j'en connais au niveau scientifique. Et écouter des bruits blancs. Moi, je dirais 8. On l'a vu précédemment, donc... Génial. C'est hyper intéressant. T'es pas allé jusqu'à 10. Est-ce qu'il y a un élément qui est vraiment un outil de productivité maximal? Le sommeil, Le sommeil. Ok, donc L'alimentation. maximiser à fond son sommeil. Et l'alimentation Et et, l'alimentation. le sport. donc c'est les 2 points les plus importants. Ouais, les 3 points. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les ressources physiologiques, c'est l'énergie. C'est la base de toute chose. Si t'as pas d'énergie, tu peux pas survivre, pas lutter. En fait, vu que ton cerveau est programmé pour la survie, pas pour la productivité, pardon, pourquoi aurait-il gaspillé de l'énergie que tu n'as pas pour être productif? Ouais. Alors que lui, il veut juste survivre. Donc c'est l'énergie la base. Tu disais comme quoi le bureau assis debout c'était 5 sur 10 il me semble. Ouais, pour 2 raisons. Et moi j'en ai acheté un récemment. Ouais. Et Il va le revendre juste après le podcast. Ouais. non, c'est très bien, mais pour 2 raisons. Et en fait, le bureau assis debout, pourquoi j'en ai acheté un? C'est que j'avais remarqué qu'au bout de 1 heure, 1 heure et demie, en fait, j'ai tendance à me mettre un peu sur le fond de ma chaise. Donc, c'est un peu le moment où soit je faisais une pause, soit je continuais à bosser, mais j'étais moins concentré. Et en fait, avoir acheté un bureau assis debout, je remplace ce moment où je commence à me balancer sur ma chaise par je mets mon bureau en hauteur et je peux continuer ma session de travail. Et du coup, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus productif. Et en plus de ça, là, je vais acheter un tapis de marche pour marcher. Ouais, j'en ai. Comme ça va me faire mes 6 000 à 10 000 pas que je ne fais pas, que je devrais faire. Comme Flavio et Meryl, Ouais. nos amis. Ouais, oui, c'est- il devrait Ouais, taper mais à 20 000. attention, parce que les pas, c'est bien sur le tapis, mais c'est encore mieux en extérieur. Bah oui, pour prendre le soleil, Parce que justement. moi, je peux marcher 1 heure en appel client sur un tapis de marche, mais j'irai marcher après derrière. Ouais, je pense que c'est un Yeah. substitut. Ouais, il n'y a pas que le soleil. En fait, on n'est pas fait pour marcher sur un seul plat. Il faut de l'irrégularité, il faut de l'aspérité, il faut des mouvements, il faut des cailloux. Il Tu faut mets sentir des les cailloux choses. sur ton tapis de marche. Bon courage. Mais il faut aussi, en fait, on est fait pour l'instabilité. C'est intéressant pour le système vestibulaire, pour le corps humain.
Et aussi pour autre élément juste passionnant. Attends, je réponds déjà par rapport à la question pourquoi 5 sur 10. Première chose, parce que pour moi, c'est bien quand tu es en phase vraiment, non pas de productivité, mais plus justement quand tu commences à fatiguer, comme tu l'as dit. Mm. Là, c'est intéressant parce que tu as besoin d'être ultra concentré. Il est compliqué d'être debout et d'abattre un travail monstre où tu as besoin de beaucoup de concentration. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'énergie est liée à la stabilité de ton corps. C'est naturel. L'autre élément aussi, c'est la notion de la friction. Au début, j'en avais un, je ne le mettais jamais en position debout parce qu'il fallait le faire. Parce que la méthode Pomodoro, c'est bien sympa, mais il faut aussi lancer le Pomodoro. Personne ne le lance. C'est pour ça, chez moi, j'ai 2 bureaux. J'ai le bureau normal et le bureau debout, avec le tapis de marche qui est déjà prêt. Mais ça, tu n'as pas de friction pour agir. Et dès que j'ai un appel, naturellement, je le fais sur le bureau debout et non pas assis. Et enfin, pourquoi aller marcher dehors? Certes, les 10 000 pas, c'est intéressant. Le côté, encore une fois, irrégularité dont j'ai parlé, mais également pour un phénomène qu'on appelle le phénomène de magnéocellulaire. On va parler un peu du système oculaire. Quand tu bosses devant un écran, quand vous bossez devant un écran, quand vous faites une tâche, peu importe laquelle, vous fonctionnez sur un mode qu'on appelle le mode vergence. Vergence, converger, la racine est la même. En fait, c'est ton champ visuel qui prend la forme d'un cône avec une base large et qui vient se rétrécir. Ça, c'est génial pour la production notamment de noradrénaline, pour être très efficace sur les tâches minutieuses, etc. Le fameux homme de Cro-Magnon qui cueille des baies sans les écraser, sans en oublier. Ou un de vous deux qui fait un rapport particulier. Ok ? C'est génial comme mode, sauf que c'est consommateur de neurotransmetteurs. Donc les messagers du cerveau qui permettent la communication entre les neurones. Ce qui fait que dès lors qu'on n'a plus de neurotransmetteurs, ou plutôt moins de neurotransmetteurs, on ne pourra plus être productif. Parce qu'on n'a plus le messager. Il n'y a plus de courroie de distribution dans la voiture. Il n'y a plus de chaîne sur le vélo, c'est pareil. Et là, pour les recharger, on peut faire des siestes, on peut faire des NSDR, on pourra en parler après si jamais vous voulez. On peut aussi manger les bons aliments, super important. Mais aussi, on peut marcher. Pourquoi? Parce qu'en marchant, on vient quitter le mode vergence pour le mode dit magnéocellulaire. Le cône s'inverse. Étroit, large. C'est-à-dire qu'on voit en profondeur de champ et en latéralité. Et ça repose énormément le cerveau humain. Et en plus, on est fait pour voir comme ça. Et on n'a pas eu cette capacité à voir en latéral. Parce que tout est face à nous. L'écran est face à nous, vous êtes face à moi. Le téléphone, quand on le prend, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Sauf que quand on conduit, les dangers viennent du côté. Quand on a un combat, une altercation dans la rue, quand je fais un sport de combat, souvent on prend des crochets. Ça vient de côté. Donc on perd cette capacité à avoir un champ de vision très élargi pour anticiper les dangers. Donc de une part, marcher dehors repose le cerveau par l'activation du mode magnéocellulaire, mais de surcroît, ça renforce le système oculaire à faire de la latéralité et de la profondeur de champ. Chose qu'on perd beaucoup. Et c'est vrai que ça, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Quand je sors sur le balcon et que j'ai passé un petit moment sur l'ordinateur, je vois flou. Ouais. Le bâtiment qui est en face, je vois tout flou. Parce que justement, tu es tellement focus sur un écran. Et souvent, c'est à ce moment-là où je vais quand même marcher, je prends mon vélo, je vais faire... Ouais, puis entraîne-toi potentiellement Ouais. à volontairement faire travailler ton regard. À observer des poteaux électriques, Ouais. à gauche, à droite, à faire du zoom, des zooms. T'as un poteau qui est là, t'alternes entre là et là. Changer un peu ton point de focus. Ouais. Et vraiment, ça fait du bien. Et c'est nécessaire aujourd'hui. Parce qu'on fatigue vraiment beaucoup le système oculaire. Mm. Et les yeux, qu'est-ce que c'est? C'est une extension du cerveau qui est à l'extérieur. C'est directement relié au cerveau. Ouais. Donc c'est super important d'en prendre soin. Moi, en ce moment, justement, j'ai mes yeux qui me détruisent en ce moment. Ça me pique énormément et donc, du coup, je fais que de sortir dehors. Ouais, il faut. À chaque fois, tout le temps. Parce que c'est sinon, pas mal. mes yeux explosent. En fait, je peux même plus regarder l'ordi. Donc, je suis en mode, ok. D'où le 5 sur 10 pour le tapis. Et justement, par rapport à ça, tu m'as pris en vidéo d'ailleurs avec ça. J'ai des lunettes Ah oui. anti-lumière bleue. Ouais. Et que je mets le soir. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça calme vraiment les yeux. Que ce soit pour un écran, pour mon téléphone, ou même si je suis pas sur mon écran, je le mets et j'ai l'impression que ça me... Ça l'est. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on a vécu encore une fois en extérieur durant toute notre existence, sauf il y a peu. C'est récent qu'on ait des maisons, même qu'on ait simplement l'éclairage. C'est extrêmement récent à l'échelle de l'humanité. Donc nos ancêtres vivaient tout simplement avec le rythme du soleil. Et en fait, les fréquences d'onde du soleil sont différentes à midi, qu'à 22h, qu'à 8h du matin. Ok ? Donc certes, il est important de s'exposer au soleil le matin, mais aussi presque le soir aussi, parce que la fréquence lumineuse va induire simplement l'état nécessaire pour bien dormir, avec une bonne production de mélatonine. Et là, tu soulèves un point très intéressant, c'est là l'intensité de la lumière. En effet, il ne faut pas s'exposer à des lumières comme là on a devant nous, le soir. Parce que le signal qu'on envoie au cerveau, c'est il fait jour. Donc, tu limites ta production de mélatonine, tu gardes ton cortisol, tu vas pas dormir. D'où l'importance de ces lunettes dont tu parles. J'en ai, moi j'ai la marque Roca qui est très bien, qui a été collaborée avec Andrew Berman, qui coûte très cher, c'est quasiment 300 balles la paire par Oui. contre. Moi, j'ai acheté ouais. sur Amazon, je sais plus, 50 €. Ouais, mais voilà. Ouais. Après, j'aime bien extérieur. C'est un peu mon métier aussi, donc forcément, Ouais. c'est passé sur la boîte, Ouais. donc c'est aussi intéressant. Donc cette marque-là est géniale. Et chez moi, en plus, j'ai complété ça, et ma compagne aussi, on dira le plus grand bien, qui est experte en sommeil, par des lampes Philips Hue. Et en fait, ces lampes reproduisent naturellement une température de lumière proche de celle du soleil couchant
au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire qu'à 9h, la lampe commence à se tamiser. À 10h encore plus, à 23h, elle est quasiment rouge. Et là, ça crée un apaisement, mais qui est exceptionnel pour le cerveau humain. Et encore une fois, il n'y a pas de friction parce que c'est automatisé. On t'a pas à y penser. Et là, pour dormir, c'est génial. Autre élément important par rapport à ces lunettes, beaucoup de personnes les mettent pour travailler jusqu'à 23h. Désolé si vous le faites, mais c'est de la merde. Sauf si votre chronotype, il est vespéral du soir. Mais pour 90% des gens, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que certes, on vient calmer l'intensité lumineuse. C'est très bien. Mais le travail également induit une activation du système nerveux dit sympathique. Donc le côté stress, le côté action. Pareil, on vient mater un film d'horreur avec des lunettes comme ça, c'est bien sympa. Sauf que le film d'horreur, en fait, est tellement intense que le corps, en fait, il veut pas dormir. Il a peur du monstre, il a peur du danger. Ou même une intrigue assez importante, on va être stimulé par l'intrigue. Donc certes, il y a l'intensité de la lumière, mais aussi de ce qu'on va regarder. Et aujourd'hui, les films, à cause de tout ce qui est TikTok, à cause de tout ce qui est réseaux sociaux, ont vu leur nombre d'images par seconde, mais exploser. Et d'ailleurs, par rapport au film, j'ai eu une discussion comme ça avec des amis qui me disaient qu'ils se surprenaient à passer. Oui, qui le font. Qui avancent en fait les films. Quand il y a une scène qui est pas intéressante, ils avancent le film. Tu l'as Parce fait que- sur la série. Hein. Comment Tu l'as fait toi aussi. Non, mais ça, c'est parce que c'est une série que j'avais pas envie de regarder. C'est parce que la série, tu m'as dit regarde, du coup, j'ai regardé, mais quand c'est un film vraiment intéressant, même, tu vois, Ah ouais, il c'est passe, fou, il ça. passe les passages. Parce qu'en fait, on est tellement dans ce truc de. En fait, faut tout que ça Bah. aille vite, faut qu'on aille chercher notre dopamine sur des moments intéressants. Le mieux pour se rendre compte, c'est regarder aujourd'hui le film Le Parrain, Ouais. où tout est extrêmement lent. On décroche naturellement. Incroyable ce film. En fait, on a vraiment aujourd'hui une dépendance à la nouveauté. Et ça, c'est déjà délétère chez nous, adultes, mais moi qui ai des enfants, c'est terrible chez eux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des dessins animés qui sont extrêmement rapides. Les enfants n'ont pas le temps d'intégrer les messages des dessins animés. En plus, on passe d'une émotion à une autre en un claquement de doigts, il n'y a pas de transition pour eux. Mm. Et ça, c'est très compliqué. D'où, encore une fois, le côté très délétère des écrans pour les enfants qui n'ont pas le temps d'intégrer les émotions, les éléments, les informations qui sont apportées par les écrans en question. Donc certes, les lunettes, c'est intéressant, mais attention à ce que vous consommez avec les lunettes. Moi, je les mets quand je lis typiquement un élément sur ma tablette, de la non-fiction, je les mets. Parce que c'est cool, c'est chill. Ou encore une fois, si je suis chez des amis, il n'y a pas cette notion de lumière, on va dire tempérée, tamisée le soir, je peux les mettre. Mais pour mater un film intense à 22h, je ne les mettrai pas. Je fais pas de film en fait. C'est là où c'est intéressant de revenir sur une des questions du jeu de tout à l'heure, c'est nos grands-parents procrastinaient moins. Ouais, c'est intéressant ça. En vrai, en vue de notre problème d'attention aujourd'hui, de tout ce qui est digital aujourd'hui, je pense que la réponse c'est en soi peut-être que oui. Je pense. Bah aussi, est-ce qu'ils avaient l'occasion de procrastiner? C'est aussi une vraie question. Ouais. Aujourd'hui, on a l'occasion parce qu'on a beaucoup trop de projets à entreprendre. Ouais. Eux, les choses qu'ils faisaient au quotidien, si je prends le cas de mes grands-parents durant leur jeunesse, étaient des choses en lien avec la survie. Alors, c'est pas un homme préhistorique, loin de là, on est bien d'accord. Ouais. Mais c'est travailler. Le travail, t'as pas le choix en fait. C'est un travail à la chaîne à l'époque. Donc, tu procrastines, c'est la machine qui suit, t'es viré. C'est aussi simple que ça. Hein. Il y a une notion de rendement, il y a aussi une vraie attache à l'époque à l'usine, au travail en tant que tel. Aujourd'hui, on s'en détache. Eux travaillaient aussi avec des ordres. Non, entrepreneur, on est chez nous. Procrastiner quand t'as un patron, c'est plus compliqué. Tu peux le faire, mais ça va se voir rapidement. Nous, par contre, on peut procrastiner facilement à faire une carte de visite. On dit que c'est procrastination intelligente, hein, mais en fait, t'avances pas réellement. Donc eux, je pense qu'ils n'avaient pas en fait tant d'occasions que ça de procrastiner. Quand il y a des travaux pour la maison, tu les fais. Il manque une tuile, bah tu procrastines pas. En fait, sinon la maison elle prend la flotte et ça marche plus. Donc je pense que c'est plus une notion qu'ils n'avaient pas le temps et l'occasion de procrastiner plus qu'autre chose. Et toi aujourd'hui, Moins. tu te mettrais une note sur 10 de combien en termes de productivité? Oh, c'est compliqué comme question par contre. Ouais. C'est... Parce que je trouve ça hyper intéressant parce que Ouais, en c'est soi- intéressant, mais humblement, je dirais 7-8. 7-8. Et ce serait quoi, selon toi, les axes d'amélioration qui pourraient faire que tu arrives à du Alors, 9-10? Ça dépend ce que tu entends par productivité. Mais moi, l'axe principal d'amélioration, c'est pas péjoratif, mais être célibataire et pas avoir d'enfant. Ok. Simplement, ça aurait une pleine possession de mon temps aujourd'hui. Là, ce serait beaucoup plus efficace. Je le vois quand on part avec Aurélie, ma compagne, quelque part que tous les deux. Et encore mieux quand je pars tout seul parce qu'on s'octroie vraiment des temps en solitaire, c'est important pour nous. Je suis 1000 fois plus productif en bossant 2 fois moins. Mais d'un côté, après, ça appuie sur un autre point. Ouais, en c'est dehors pour de la ça, encore une productivité. fois. C'est pour ça, ça Est-ce serait que je veux atteindre ce 9-10 avec ce sacrifice-là? La réponse, elle est non. Ouais. Mais je veux bien l'avoir de temps en temps, 1 fois par an, 2 fois par an, quand on s'octroie du temps en solitaire. Parce que les enfants, certes, ça prend du temps, mais beaucoup de charge mentale. Ouais. Donc ça joue aussi. Ça, c'est une mesure d'affaiblissement cognitif qu'on ne considère quasiment jamais. Mais entre l'école, la logistique, les repas, etc., en plus, quand on fait tout maison comme nous, il y a une vraie charge mentale qui est liée à l'éducation des enfants. Donc c'est pas que le temps direct, c'est aussi le temps indirect. Surtout que les entrepreneurs indépendants, généralement, ils travaillent très souvent de chez eux. Mm. Donc en fait, tu coupes pas vraiment entre le travail et ta vie Non, de parce que parent. tu rentres, tu ranges les jouets, etc., Ouais, c'est faire ça. ceci, faire cela, oui, c'est compliqué. Ouais.
Donc ouais, le coût mental est important. Et une petite question, est-ce que le lien social pour toi a un bon impact sur la productivité des entrepreneurs? Alors, pour moi, personnellement, je suis plutôt, on va dire, j'aime me recharger seul. Ouais. Ça, c'est mon besoin personnel, d'autres non. Donc chez moi, en fait, c'est l'absence de lien social qui me ferait du bien. En plus, pas pour être péjoratif, mais je trouve que la majorité des échanges aujourd'hui sont inintéressants. On est beaucoup sur du small talk de est-ce qu'il fait beau, est-ce que l'équipe de foot a gagné, ça je m'en fous réellement en fait. Pour moi, c'est plus coûteux de parler de choses banales que de parler de choses complexes avec des gens. Donc ça dépend aussi des relations que tu peux avoir. Un temps d'échange avec Aurélie, ma compagne, moi ça m'apporte beaucoup parce qu'on se tire vers le haut, on s'apporte des choses. Avec des gens, entre guillemets, sans être péjoratif, lambda, etc., comme ce fut le cas dans mon passé quand je m'imposais ça, là ça me coûtait mais énormément d'énergie. Donc pour répondre à la question, moi je préfère être seul qu'être accompagné. Mais pour d'autres, c'est l'inverse, encore une fois. Et pour certaines dépend. catégories d'entrepreneurs indépendants, justement, tu vois, qui entreprennent seuls, on va dire, tout au long de la journée, et qui ont besoin de... Par exemple, moi, mon profil, je me nourris de l'énergie des autres, énormément. Ouais. Et donc, je sais que si je suis allé à un événement, par exemple, ce soir, et que demain, voilà, je suis à fond sur mon business, je vais être beaucoup plus productif que si je voyais personne pendant 3 semaines auparavant. Et bah ça marche chez toi, Ok, pas chez moi. c'est intéressant. Ouais, je Ouais. comprends. Il y a deux styles. Et Ouais, on complètement. se complète beaucoup avec Tanguy parce que pour le coup, moi, je suis beaucoup plus comme toi. Je me recharge tout seul. Ouais, ce qu'on appelle introverti plutôt. Ouais. Après, j'aime beaucoup, par exemple, quand on organise des événements, et ça, j'adore parce qu'on a l'initié de réunir les gens, et ça, c'est un super moment, et c'est programmé, c'est prévu. Mais par exemple, quand on va à des événements moi, où je vais à un événement où je connais personne, ça me prend beaucoup de charge. Ça me prend de la charge mentale, ça me prend de l'énergie. Je rentre, je suis épuisé. Déjà, j'ai pas envie d'y aller. À chaque fois, je dis à Tanguy, mais en fait, j'ai aucune envie d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Alors que moi, je suis comme un zinzin. Alors que lui, let's go. il est comme un fou. Il y a même des moments où j'ai prévu d'aller à un événement et j'y vais pas. J'y vais pas. Au dernier moment, je me dis, j'y vais pas parce que là, je le sens pas. En fait, je vais y aller. Je vais pas faire une bonne première impression parce que en fait, j'aurais pas envie de parler aux gens. Il y a deux éléments intéressants que vous soulevez là. Le premier, c'est est-ce que vraiment on peut dire que j'ai besoin de personne ou peut-être de moins de monde. Peut-être que ton seuil de recharge est inférieur à celui de Tanguy. Peut-être que lui, il faut beaucoup de monde, toi très peu pour te Ah recharger. oui, très très peu. Et l'autre élément aussi, et ça soulève un point qui est important pour moi, je préfère avoir très peu de monde face à moi. Par exemple, un couple, que plusieurs couples en même temps. Parce que les échanges que tu as uniquement quand on est peu ne sont pas les mêmes que quand tu es beaucoup. Complètement. Quand tu es peu, tu vas sur des sujets profonds, intéressants. Quand tu es beaucoup, tu vas naturellement sur des banalités pour que tout le monde soit impliqué dans l'échange. Moi, j'aime beaucoup être 3 dans un groupe de 3. C'est très bizarre comme phrase. Non. Très belle phrase de schizophrène. On J'aime fera notre beaucoup être podcast trois. là-dessus, vous inquiétez pas. Productif, ça, ouais. Non, mais je trouve qu'à 3, c'est pas mal parce que en fait, ça met pas de personnes à l'écart. Les 3 sont vraiment impliqués dans la discussion. Il n'y a pas 2 personnes qui peuvent parler et la personne en fait finalement donc je trouve que être à 3 c'est pas mal. Bon, un peu comme comme c'est le là, cas ici. comme c'est Ouais, le cas ici. exactement. Mais c'est le plus intéressant qu'à deux, parce qu'un podcast à deux, c'est beaucoup plus énergivore pour moi, typiquement. Ouais. Notamment quand tu es intervieweur. Mm. Parce que tu dois constamment écouter la personne, penser à tes questions, suivre ton fil conducteur, pas trop t'en éloigner, recentrer, poser les bonnes questions et t'auto-analyser. Ouais. Ouais, tandis Moi, je que sais là, que pour il moi, y a c'est Paul, fatigant. une question, Oh là là, c'est puis cool. moi, Ouais, c'est ça. puis Bien sûr. on se Puis maintenant c'est assez naturel. Je vois qu'on va arriver à la fin. Ouais. J'ai juste une dernière petite question que j'avais vraiment envie de te poser. Ouais. Quel est le point commun que toutes les personnes non productives ont en commun? Oh, c'est une très bonne question, ça. J'aurais bien dit l'énergie quand même avant toute chose. Je sais, en fait, ces gens-là peuvent tenir durant un temps donné. Mais naturellement, un jour, ça finira par craquer. Pour moi, c'est important, effectivement. Et même si aujourd'hui, c'est pas un problème pour elle, ça le sera forcément par la suite. L'énergie, c'est la base de tout. Pour le sport, pour encore une fois la productivité, la concentration. Si on n'a pas les ressources pour, naturellement, on va succomber, on va craquer. Donc un entrepreneur indépendant qui se sent pas productif doit bien dormir, bien manger et faire du sport comme tu disais. Ouais. Le triptyque magique. Ouais, bien avant une template Notion ou un tableau Trello. Mmh. Bien avant. Pour Trop moi, bien. l'un est possible. Être productif sans énergie est impossible. Mais être productif sans tableau Trello, largement. De Vinci n'est pas de tableau Trello. Ouais. Alors voilà. Après, il faisait du sommeil polyphasique, vous allez me dire, etc. Peut-être. Mais en tout cas, je pense pas qu'il était non productif vu ce qu'il a légué aujourd'hui, encore une fois, sans outils. Complètement. Donc je pense que c'est vraiment, et ça c'est un de mes fer de lance, c'est mon cheval de bataille, c'est juste replacer l'être humain au centre de l'équation de la productivité. Après les outils, déjà l'humain. C'est le plus important. Où est-ce qu'on peut te retrouver? YouTube, LinkedIn principalement, et en librairie avec mon livre. Ou Incroyable. Amazon aussi. Trop bien. Bon, on mettra tous les liens en En description. description.
Tapez le chat Jérémy Coron, vous m'aurez forcément quelque part. Incroyable. Trop bien. Merci Merci beaucoup, Jérémy. beaucoup. Merci à vous Masterclass. surtout pour l'invitation, c'était génial. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.